Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast pour le dernier épisode de l'année 2019. Oh non, déjà. Si vous nous écoutez aujourd'hui, le 31 janvier, Oui. mais non Guillaume, 31 décembre, puisqu'on est bientôt en 2020, et on va retracer ensemble les 10 films de la décennie donc précédente. Attention, on va faire 2010 jusqu'à 2019 avec un film par an, par personne. On a chacun fait notre top 10. Parfois, il y aura peut-être le même film, on ne sait pas. Je ne connais pas encore la liste de Thibaut, c'est un peu le suspense à chaque fois. Il connaît la mienne. Allons-y, Alonso, comme dirait mon papa. Oui, je sais, c'est un peu kitsch de dire ça. Oui, mon père dit ça. Ton père dit ça. Oui, je sais pas D'accord. pourquoi. Ça fait très vieux, mais c'est pas grave. Avec le film de 2010, si je commençais moi, allez, on a. Mais oui, vas-y, précédent, on a commence. fait ça. Alors, ceux qui me connaissent bien savent que Christopher Nolan est mon réalisateur préféré, ou en tout cas un de mes réalisateurs préférés. En 2010, il a fait un petit film qui s'appelle Inception, qui fait partie de mes films préférés de tous les temps. D'accord ? Moi aussi. Et tant que tu y es, j'ai failli mettre ce film-là et je l'ai pas mis. Voilà. Donc 2010, c'est l'Inception. On se dit, mais Guillaume, qu'est-ce que tu fais ? Tu te fous ma gueule, tu nous as fait chier pendant 20 ans avec ce film. Ceux qui me connaissent vont penser ça. J'ai mis Social Network de David Fincher. Alors là, oui, what ? Quand je suis repassé sur l'année, tu vois, tu repasses un peu le catalogue de l'année, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il y avait encore cette année-là ? Oui, c'est vrai. J'ai vu Social Network, film que j'ai vu probablement presque plus de fois qu'Inception. Attention. Ah ouais ? Je crois que j'ai vu ce film 4-5 fois. Donc Inception, j'ai peut-être vu 3-4 fois. Donc, Social Network, pour moi, c'est un film qui a réussi à marquer son temps avec de l'avance. En 2010, sortir un film sur Facebook, qui est aussi avant-gardiste sur Facebook. Quand on voit ce qui est devenu le réseau social aujourd'hui, c'est clairement un film où tu te dis waouh, c'est fort ce qu'ils ont fait. Et il a marqué toute une génération. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la bande-son de Trent Reznor qui était là avec cette espèce de digital, ce rôle aussi, il faut le dire, de Jesse Eisenberg. Je pense que c'est le rôle pour lequel il était né. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est le rôle qui lui colle à la peau. Enfin, c'est parfait. C'est parce qu'il ressemble quand même déjà beaucoup mais à, oui, mais c'est parfait à Mark pour lui. Zuckerberg. Mais oui. c'est vrai qu'en plus, il a pas mal de... Sa manière de parler. Je pense qu'il y a beaucoup de ces vraies mimiques dans le film. Bien sûr. C'est ce que je dis, c'est le rôle pour lequel il est né, quoi. Aaron Sorkin au scénario avec un truc qui va du 100 à l'heure. Des scènes filmées David Fincher avec cette précision. Enfin, tout dans ce film est bon. On a presque un polar lié aux réseaux sociaux avec cette histoire d'amitié au milieu qui est assez poignante. C'est clairement un film qui a marqué, pour moi, je trouve, cette espèce d'avènement des réseaux sociaux qui ont du coup marqué la décennie. Et c'est un incontournable de 2010. Et c'est mon incontournable de 2010, personnellement. Très bien. Ouais, je sais pas quoi dire de plus. Très bien. Écoute, comme tu mentionnais Inception et j'ai failli le mettre aussi. On ne peut pas. Et puis, une fois que j'avais terminé mon top de la décennie, j'ai un peu revu le truc. Je me dis, merde, à nouveau, c'est quand même très américain. C'est vrai. Et donc, j'ai voulu changer. Et j'ai mis J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon. Film coréen. On parlait de la Corée dans le podcast précédent avec Parasite et Bong Joon-ho. Et ça me semblait important de parler du cinéma coréen dans ce podcast spécial sur les films de la décennie parce que c'est un des grands pays qui ont marqué le cinéma ces 10 dernières années. Avec un autre pays dont on parlera, qui est le Mexique évidemment. Mais voilà, Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que c'est ? Bah oui. Oui. Hein ? Je vois déjà le truc. Vous voyez de qui je parle ? Oui. Enfin, ils sont 3. mais voilà, je pense qu'on parle parfois un peu moins du cinéma coréen, alors qu'il y a d'excellentes choses. Il y a des réalisateurs qui ont vraiment marqué profondément le cinéma ces dernières années. Park Chan-wook, évidemment. Mm-hmm. Bong Joon-ho aussi. Mais il n'y a pas que. Il y a Kim Ji-woon, qui a aussi fait une petite tentative aux États-Unis. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film The Last Stand avec Arnold Schwarzenegger qui devait traverser. Ouais. C'est pas son meilleur. C'est pas avec l'autre là, celui qui joue dans Jackass aussi. Oui, oh, bien sûr. Oui, si c'est ça. Okay, je sais plus comment il s'appelle. Mais J'y rencontre le diable. C'est une pépite. C'est vraiment une merveille ce film avec Choi Min-sik qu'on a vu dans Old Boy, bien sûr. Regardez ce film. C'est une horreur. C'est vraiment difficile de regarder ce film parce que c'est... Tu le vois bien. Non, mais c'est une horreur dans le bon sens du terme. C'est vraiment un film qui est compliqué à regarder parce que il se passe des horreurs, tu vois. Mm-hmm.
Donc c'est pas parce que le film est mauvais. Non, c'est on parle quand même des meilleurs films de la Bah décennie. oui, là, Non, c'est un très très grand film. que des grands crus. Ah oui, un très très grand cru. Et franchement, pour moi, dans le cinéma coréen, c'est parmi ce qui se fait de mieux. C'est vraiment sensationnel. 2011. Alors, il fallait mettre des Français. Je rigole, c'est pas pour ça que je l'ai mis. Vous connaissez mon amour de la comédie française. Arrête de le dire à chaque fois parce que je pense que tout le monde le sait maintenant. Bah voilà. Donc j'aime la comédie française quand elle est bien faite. Attention, c'est rare. Il y a deux gars qui ont quand même fait un sans faute dans les années 2010. C'est Toledano et Nakache. Et ils ont commencé en 2011 avec Intouchable. Film qui est incontournable dans le paysage du cinéma français. Aujourd'hui, je pense que pratiquement tous les Français ont vu ce film, ne fût-ce qu'au cinéma ou chez eux à la maison ou sur TF1. Je ne sais pas, mais ce film a fait le tour de la France et même du monde, puisqu'ils ont fait des remakes un peu partout. C'est une des meilleures comédies françaises de la décennie, si pas la meilleure. Alors, les gens vont dire « Oh tiens, oui, mais bon, c'est facile parce que c'est le plus gros succès. » Certes, mais c'est pas un succès sans raison. C'est vraiment un film qui a réussi à marquer toutes les bonnes cases. On a Omar Sy qui depuis n'a cessé de grandir en tant qu'acteur et qui n'a cessé de s'exporter aussi, il faut le dire. Voilà, on avait clairement un des grands films de la décennie français, une comédie, rassembleur, enfin voilà, autant le dire tout de suite, Intouchable est dans mon top de la décennie. Très bien, très bien. Pas que de plus, ça me paraît assez évident. Pour 2011, j'ai choisi Drive de Nicolas Winding Refn. Tu le savais. Oui, je savais aussi qu'il y avait Drive, mais forcément, oui, j'ai pas pris Drive pour cette année. Mais il y avait encore d'autres choses. Il y avait des artistes, il y avait pas mal de choses cette année-là. Par exemple, The Artist, c'est un bon exemple, ça. Donc, Oscar de l'année 2011. Est-ce que c'est celui qu'on mettrait sur le top aujourd'hui en disant « Ah oui, The Artist, forcément, en 2011, oui, c'est le film ». Non, tu vois, voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point, parfois, les films sont dans la hype, mais quelques années plus tard, on les oublie, presque. Non, alors... Oublier, c'est un grand mot, mais en tout cas, dire « Bon, ouais, donc, il était bien, mais il était pas dans mon top 3, quoi ». Effectivement. Voilà. Non, j'ai choisi Drive parce que, alors, j'ai parfois du mal avec Nicolas Winding Refn et Drive est le moins Winding Refn des films de Winding Refn. Moi, j'ai du mal avec lui tout court. C'est un film de commande déjà, donc c'est pas un film dont il est à l'origine à 100%. Et quand on voit ses autres films, effectivement, c'est celui qui s'en rapproche le moins de ce qu'il fait habituellement. C'est plus conventionnel. Mais voilà, c'était une... Je déteste ce mot, mais sur le moment, ça a été un peu une claque. J'attendais pas grand-chose de ce film. J'avais eu les échos canois, etc., bien sûr, mais voilà, il y a tout qui m'a plu immédiatement. Son histoire, son casting, parce que j'ai tendance à trouver Ryan Gosling un peu mono-expressif. Ouais, dans Drive, t'as bien choisi, alors. Ouais, je sais. Mais c'est aussi le film de la cool attitude quand même, on peut le dire. Hein. Mais bien sûr, il y a la BO, avec Kavinsky, la montre et tout sur son tout volant. Le monde a écouté Night Call de Kavinsky suite à Drive. Oui. Et c'est pas le seul morceau, hein, toute la BO était géniale, mais voilà, t'avais sa veste avec le scorpion, là, scène du marteau, enfin voilà, le truc cool attitude quoi. Ouais, voilà. Et vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai pas revu depuis un moment. Mais oui, pour moi, c'était le film de 2011, quoi, sans souci. On enchaîne avec 2012. Oui, t'as mis 2012 dans ton top. Non. 2012, Django Unchained pour ma part de Quentin Tarantino. Alors pourquoi ce film-là? Parce que tu devais mettre Tarantino. Et ça tombait le mieux, alors, cette année-là. Je devais mettre Tarantino, oui, ça c'est vrai. Mais, j'étais en Écosse. Écoute, moi j'ai pas mis Tarantino, je tiens à te le dire. J'étais en Écosse, figure-toi. Et pour une raison obscure, je ne sais plus pour quelle raison, j'ai arrêté de faire des blogs cinéma pendant 1 an. Oui, j'étais en Écosse justement. T'as disparu de Twitter à ce moment-là. J'ai un peu disparu en effet des réseaux sociaux de la sphère cinéma. Et c'est vraiment le film que j'ai vu, je me suis dit... il faut que je continue à parler de cinéma. Il faut que je continue il faut que je continue ça. Il faut que je continue à m'intéresser, que je continue à être là. Parce que c'est... déjà, c'est un super film. Mais à côté de ça, c'est tout ce que Tarantino voudrait faire, en fait. C'est son bac à sable favori. Donc, on a le western spaghetti. On a le truc un peu sanglant à la fin, forcément. On a le méchant bien méchant. On a vraiment toute la recette parfaite du Tarantino. Il peut mixer tous ces genres. Il peut en faire un truc un peu décalé avec ce prof allemand là, qui est un tueur à gages. Et donc, on a vraiment le mix parfait pour un Tarantino qui se prend pas trop au sérieux, qui touche un sujet qui est sérieux, hein, bien sûr, mais indirectement, contrairement à un Ghostbuster qui, attention,
Inglourious Basterds contient une des meilleures scènes pour moi du cinéma, point barre, la première scène, notamment. Mais Monsieur la Padite. c'est génial. J'adore. Monsieur la petite. Ah, j'adore ça. Qui, en une scène, a révélé Christophe Waltz. C'est en une scène. Hein. Tu vois Oui. le mec, tu te dis c'est qui ce type. Tu vois, c'est directement. Donc là, Django Unchained a réussi à donner un coup de fouet hein, à la carrière de Jamie Foxx. Attention, elle est belle celle-là. Donc voilà, oui, Django Unchained, un film incontournable de la décennie pour moi. Et sans doute peut-être le meilleur Tarantino. Ah, carrément. Le meilleur Tarantino. En ce qui me concerne, oui. Le plus facile à regarder dans le sens où c'est peut-être celui... Si vous avez des amis qui ne connaissent pas bien Tarantino et qui ne savent pas lequel regarder en premier, je suis pas sûr que je vais remettre un Pulp Fiction au Reservoir Dogs tout de suite. Mais si tu remets Django Unchained en premier lieu, c'est peut-être celui qui est le plus accessible de Tarantino, ou en tout cas le plus mainstream. D'ailleurs, c'est celui qui a le mieux marché, je pense. C'est vrai, c'est peut-être le plus accessible. Ça reste Tarantino, hein, mais bon. Peut-être. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'est son meilleur, mais c'est peut-être bien le plus accessible. C'est pas celui que je préfère non plus. Mais enfin bref. On va pas faire un podcast sur Tarantino. On pourrait, hein, mais on pourrait. À son 10e film, on en fera peut-être un. Ouais, sûrement. 2012 du coup, eh bien je vais dire un film français, le seul de mon top. De rouillé d'os de Jacques Audiard. Pour plusieurs raisons. Déjà j'ai adoré le film. Mais effectivement c'est un film qui révélait un peu plus Mathias Schoenaerts au grand public, en tout cas grand public en France et en Belgique. Runscope, donc Bullhead, était déjà sorti en Belgique en 2011. Donc on le connaissait déjà un petit peu, mais je pense qu'il est sorti en France en février 2012, quelque chose comme ça. Et puis quelques mois plus tard, du coup, il y avait De rouillé d'os à Cannes. Il y avait Marion Cotillard. Génial. Absolument génial dans le film. Son meilleur rôle, peut-être. Un de ses meilleurs, certainement. Et puis Audiard, il peut faire ce qu'il veut. Je pense que je suis client de ce qu'il fait parce que... J'achète. Ouais, j'achète, bien sûr. Parce que il a une certaine sensibilité, parce que il est assez âpre dans sa façon de filmer les choses. Il n'élude rien, il va vraiment au bout des choses, peu importe que ce soit dur, que ce soit facile. Voilà, il ne s'interdit rien non plus, et puis c'est intelligent, et puis aussi, alors c'est pas son père non plus, qui était sans doute le meilleur dialoguiste du cinéma français, mais il a quand même beaucoup de talent pour les dialogues aussi. Donc voilà, moi en tout cas, Jacques Audiard est un des réalisateurs que je préfère dans le cinéma français, et que je préfère dans le cinéma tout court, mais voilà, avec De rouillé d'os, je pense qu'il avait fait un très beau film. Qui a dû toucher pas mal de monde aussi. Surtout que c'était pas facile, il sortait de son précédent, c'était Un prophète, qui avait énormément marqué, qui avait remporté beaucoup de Césars. D'ailleurs, c'est suite au doublé de Tahar Rahim en meilleur espoir et meilleur acteur que l'Académie des Césars a changé cette règle. Maintenant, tu peux plus gagner les deux. Audiard a gagné, je pense, meilleur réalisateur aussi cette année-là. Enfin bref, la totale. Et quand tu as un grand film qui marche bien, le film suivant est toujours plus compliqué. Ben c'est pas De rouillé d'os qui était le plus compliqué, c'était Dipan, alors qu'il a eu, paradoxalement, il a eu la Palme d'Or pour ce film-là. Alors que je trouve que de ses récents, c'est le moins intéressant et le moins bon. Mais voilà, Audiard, grand metteur en scène. Et De rouillé d'os, pour moi, ça a été une évidence. On passe à la suite. Film du coup 2013. Alors, je te l'ai pas dit, mais t'as un peu triché parce qu'il est sorti. Pourquoi ? Il est pas sorti chez nous en 2013, il est sorti en 2014, mais c'est con ça. Mais bon, techniquement, c'est un film de 2013. Oups. 2013 du coup. De Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Alors comment dire, c'est impossible de résumer le film hein, parce que il part dans plein de directions. Mais très concrètement, on a là tout ce que Wes Anderson sait faire de mieux. C'est-à-dire. Déjà, on a une musique d'Alexandre Desplat qui est formidable, mais ça, c'est pas lui. Mais c'est une de ses meilleures. Et voilà. Oui. Dieu sait que je suis pas très client de Desplat, je l'ai déjà dit et répété plusieurs fois. Mais c'est poétique, c'est une très belle BO. C'est envolé. C'est un film qui se passe entre les deux guerres en Europe, et on est dans cet hôtel, forcément, grandiose, un palace, et avec ce duo improbable entre Ralph Fiennes et je ne sais pas du tout le nom de l'acteur qui joue du coup... L'acteur indien. Zéro Mustapha, c'est ça exactement. Tony
Revelry, un truc comme ça. Donc en gros, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment tout simplement cette histoire, cette camaraderie improbable entre deux personnes, avec ce côté déjanté de Wes Anderson qui va nous montrer des Allemands qui sont presque bientôt les nazis, parce que on commence presque à la Deuxième Guerre mondiale. Cette poursuite à la recherche d'un tableau, ça part dans tous les sens, mais c'est vraiment merveilleux parce que ça reste cet univers plein de surprises de Wes Anderson, ce cadrage toujours incroyable, cette espèce de tout est toujours nickel, enfin c'est léché à crever. Et là où Moonrise Kingdom, parce que je pense que c'est un peu avant Moonrise Kingdom, c'était peut-être 2010 ou 2009. Oui, c'était après. Non, c'était avant Moonrise Kingdom. Non, c'était après Moonrise Kingdom. Non, oui. Grand Budapest Hotel est après Moonrise Kingdom. Oui. Mais donc Moonrise Kingdom, c'est 2010. Oui, quelque chose comme ça, oui. Donc ça aurait pu être Moonrise Kingdom 2012. 2012, voilà. J'ai failli mettre Moonrise Kingdom en 2012, mais parce que c'est pour moi un super film aussi de Wes Anderson. Mais je trouve que celui-ci marche mieux au niveau du drame, au niveau de l'échange entre les personnages et au niveau de l'histoire tout simplement. Il m'a plus pris. Et c'est vraiment... Comment dire, c'est le cinéma des maisons en poupée, quoi. Tu vois, les maisons de poupées, c'est tellement bien foutu, c'est ingénieux et c'est pour moi un des meilleurs réalisateurs actuels, Wes Anderson. Donc, voilà, c'était un peu une manière aussi de le rendre hommage, de le mettre dans mon top de la décennie. Très bien. Excellent film si vous êtes un peu poétique. Oui. Clairement. 2013 pour moi, c'est Gravity. Alfonso Cuarón. Le premier où je fais mais j'ai revu ce film je sais pas combien de fois. Alors la première fois que je l'ai vu, je pense que c'était juste en 3D. Non, je pense que je l'ai vu 2 fois en salle, peut-être 3, mais du coup c'est pas... Oui, enfin en même temps j'ai jamais vu un film plus de 3 fois en salle. C'est un film à voir en salle, ça, c'est sûr. Ouais, bien sûr. J'avais été le revoir une seconde fois où là c'était 3D et Dolby Atmos. Et là je peux dire que l'Atmos pour ce film là c'était canon. Bordel, quel talent Alfonso Cuarón. D'un point de vue technique, c'est dingue ce qu'il fait. Dans tous ses films hein, déjà, il y a toujours des prouesses techniques assez incroyables. Dans Les Fils de l'Homme, il y avait évidemment ce plan séquence, la scène de la voiture. Tu peux revoir cette scène 10 000 fois, à chaque fois tu vas être là, what? Dans Gravity, c'est tout, c'est ce premier plan séquence de 12-14 minutes, je sais plus exactement, au tout début du film. On parle quand même de gens dans l'espace, donc qui doivent flotter, il faut que ça fasse réaliste. Tout le film est hyper crédible. George Clooney n'avait pas été aussi bon depuis très longtemps. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi bon que dans Gravity aussi, je trouve. Sandra Bullock, pareil, elle avait un peu complètement disparu de la... Enfin, j'exagère un peu, mais on la voyait plus beaucoup et rarement clair. Dans des choses vraiment significatives. La BO de Steven Price, absolument génial. Il y a certains morceaux que j'écoute assez souvent, dont Shenzhou, le morceau de fin. Donc c'est quand elle est dans la station chinoise et puis qu'elle va s'écraser sur Terre, enfin qu'elle rentre sur Terre. Ce morceau est absolument génial. Il me donne des frissons à chaque fois, c'est incroyable. Bref, c'était une putain d'expérience cinéma. Et même si évidemment le revoir sur ton ordinateur ou sur ta télé c'est quand même pas la même chose, il n'y a rien à faire, pour moi ça fonctionne à chaque fois quoi. Quand il y a des soucis avec l'oxygène ou quoi, moi je m'arrête de respirer, tu vois, je vis le truc. Il y a quand même pas beaucoup de films qui te font faire ça quoi, parce que t'es à fond dedans. Et bon, j'aime beaucoup les films qui se passent dans l'espace, films réalistes hein. J'aime aussi la science-fiction, c'est pas ça, mais là Gravity ouais vraiment du très 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 lourd. On reste un peu dans l'espace hein, parce que moi mon 2014 c'est Interstellar. Alors c'est dire fanboy. C'est parce que tu étais obligé de mettre Chris Nolan et que tu l'avais pas mis. Il fallait mettre Chris quelque part, oui. Non mais c'est pas ça. Mais même 2014 Interstellar c'est le film qui a grandi en moi. Je sais pas très bien si c'est mon préféré de Christopher Nolan. Honnêtement, pour moi, c'est le mélange entre Inception et Interstellar. C'est un peu le duel au sommet. Dunkerque est pas très loin, mais clairement, ces deux-là sont les meilleurs pour moi. Alors, tu sais que j'ai pas revu Dunkerque depuis sa sortie au cinéma. Voilà. Je sais pas si ça serait la même chose. C'est ça, c'est une expérience en fait. Tandis que de là, Inception et Interstellar, je les ai revus plusieurs fois depuis. Voilà. Interstellar, pour moi, c'est le film qui est formidable. Alors, beaucoup de gens n'ont pas aimé parce que l'histoire était peut-être un peu cheesy à la fin, ou en tout cas la morale était peut-être un peu trop cheesy pour pas mal de monde.
Moi, je trouve que ce film tenait de bout en bout. On sait à quel point Christopher Nolan aime bien jouer avec le temps et l'impact du temps sur les personnages et sur les histoires, etc. Et là, pour lui, c'était un kiff absolu, puisque un des impacts les plus importants du film, c'est que quand on va sur une certaine planète, le temps n'est pas le même dans l'espace ou sur Terre. Et donc, chaque expédition spatiale va avoir des conséquences. Non pas sur la vie des gens, un peu parfois, mais aussi sur le temps tout simplement qui s'est écoulé. Et donc c'est tellement poétique et tellement dramatique d'utiliser ça, notamment la scène où Matthew McConaughey regarde les vidéos de sa fille qui a grandi. Ouais. Tu vois, c'est du lourd. Et Christopher Nolan qui fait de l'émotion comme ça, c'est rare. Parce que c'est pas son point fort. Hein. À l'émotion, du tout. Qu'on se le dise. Hein. Du Donc, tout. Son point fort, c'est les trames, c'est le thriller, c'est le Tenet, hein, par exemple. Ça, c'est clair que c'est son point fort, c'est l'Inception. Et d'ailleurs, c'est ce qui marchait pas trop dans l'Inception, c'est une émotion. Tu dis, bon, ok, tu croyais à moitié. Mais ici. Oui, là, c'est vrai que la relation entre DiCaprio et Cotillard Cotillard, n'est pas ce qu'elle met dans le un film. peu du flanc. Et là, j'ai pleuré, quoi. J'ai vu ce truc, j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est pas possible de pleurer devant ça. À la fin de la bibliothèque, etc. Moi, je trouve ça m'a fait chier, ce truc. Et je me suis dit, c'est pas possible que Christopher Nolan qui arrive à faire ça et en même temps à faire son truc space épique où il y a vraiment cet aspect aventure où t'as Matt Damon qui sort de nulle part. Franchement, ça m'a surpris. J'ai vu ça en salle avec des copains. On a fait une soirée chez moi et tout après. Et on n'a pas eu une soirée de dingue parce que justement, je pense que tout le monde a été un peu frappé par ce film en mode oh putain, je m'attendais pas à voir un truc pareil. Et puis en plus, c'était de la Carapils, quoi. Donc, c'est peut-être ça, ouais. mais donc très concrètement, Interstellar pour moi est un film presque parfait, même si on peut ne pas aimer certaines choses. Voilà. Et puis la musique d'Hans Zimmer derrière, quoi. T'écoutes, enfin, il y en a tellement qui sont bonnes. Bref. Moi, je me souviens de la presse du film. Les quelques journalistes qui étaient à côté de moi, vraiment à côté de moi, la plupart avaient détesté le film, quoi. Bah voilà. Et je comprenais pas, parce que quel voyage, quoi. Incroyable. Quel voyage. Mais ouais, bien sûr. Alors, c'est pas mon numéro 1, je vais te dire, le film pour moi de cette époque-là, mais enfin de cette année-là, mais vraiment Interstellar, c'est du grand Nolan, je trouve. C'est du Nolan qui tente et qui, une fois encore, se démarque complètement par rapport aux autres réalisateurs. Même si je pense qu'un de mes Nolan préférés, au final, c'est Memento. Alors qu'on est moins dans le... J'ai l'impression qu'il y a quand même une démarcation, tu sais, à partir d'Inception, ou à partir du Prestige, t'es tombé dans autre chose. Enfin, tu vois, t'as une espèce de limite entre le Prestige et Inception. Avant le Prestige, t'as quand même quelques trucs sympas. Nolan a toujours Inception, affirmé, complètement autre chose. Nolan a toujours affirmé que son ambition, c'était de faire des films high concept, donc des films oui, bien sûr. qui tâchent. Bien sûr. mais dans le bon sens du terme, donc des films gros budget avec vraiment des moyens pour raconter une histoire dramatique, mais avec de l'argent. D'ailleurs, Tenet, c'est presque 200 millions de budget. Donc c'est immense pour des films originaux. Donc aujourd'hui on met pas 200 millions pour un film qui n'est pas un film Marvel. Non, mais il y a que lui pour faire ça. Que lui et pourquoi Warner Bros disent vas-y. Et donc et un autre réalisateur dont on va parler un peu après. Il y en a pas beaucoup qui peuvent avoir des budgets il veut faire monumentaux. Ça et il peut le faire et à chaque fois qu'il le fait, ça donne quelque chose d'unique. Donc c'est son kiff. C'est pas du tout le même genre de réalisateur, hein, mais c'est un peu un Spielberg des temps modernes. Là où Spielberg est plus grand spectacle sans trop de prise de tête, hein, tu vois, je veux dire, Spielberg n'est pas non plus le mec qui va te dire des trucs avec le temps narratif, on part dans des trucs comme ça et avec non. Il y a quand même eu des trucs sympas dans Ready Player One. Non mais voilà, lui est plus un peu cérébral et c'est ce que pas mal de gens lui reprochent d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui n'aiment pas Christopher Nolan parce qu'ils disent putain, je comprends pas ces films. Pour pas comprendre un film de Christopher Nolan, faut pas être très attentif honnêtement, parce qu'il est pas non plus, c'est pas fou ce qu'il nous fait, tu vois ce que je veux dire, on est pas, en fait, c'est pas Mulholland Drive quoi, tu vois ce que je veux dire, j'adore Nolan, mais effectivement c'est un peu faussement complexe son cinéma. Oui, c'est du complexe en fait parce qu'il n'explique pas les choses. Tu sais, beaucoup de réalisateurs ils vont te montrer on parlait d'un film récemment de ça d'ailleurs, dans Le Mans 66 justement. Donc de Le Mans 66, il y a une scène où on veut nous faire comprendre que Christian Bale a fait la guerre. Ouais. D'accord. Et il le dit à un moment donné, il dit oui, tu sais, la guerre, franchement, moi, ça m'a... Il le dit presque comme ça, hein, ça c'était dur, etc. Et puis pour bien te montrer qu'il a fait la guerre, on va faire des zooms sur des portraits avec des camarades de l'armée. Mais c'est tout, hein, ça sert à... c'est juste pour ça, et pour bien montrer aux spectateurs, et vous savez, il vient d'en parler, mais regardez, il a fait la guerre. Et Christopher Nolan ne va pas faire ça. Il va juste dire, voilà, le mec va parler de la guerre 2 secondes,
et t'as intérêt à avoir compris qu'il a fait la guerre parce que ça va avoir une importance dans le film. Oui, c'est ça. Et donc si t'as pas compris qu'il a fait la guerre, tu vas te dire attends, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'à la fin dans la bibliothèque il tire un livre de guerre, tu vois par exemple. Ouais. Et donc tu vas dire ouais mais attends, t'as pas écouté. Oh, j'aurais voulu qu'on me montre alors. Ok, d'accord. Donc ça joue avec le fait de dire écoutez, moi je pense que vous pouvez suivre l'histoire sans que je vous montre tout ce qui s'est passé. Ouais. Voilà, c'est un style. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'on va faire un spécial Nolan, mais Ouais. c'est pas Non, ça la c'est question. bien, ces petits moments, c'est bien. Next. 2014 pour moi, Mommy, Xavier Dolan. Ah. Euh, Fallait le mettre quand même quelque part, c'est vrai. ouais, il fallait. Attends, ce mec, Moi, révélation, ce type, je hein. suis pas un énorme client de Dolan. D'ailleurs, j'ai tendance à trouver qu'il commence à se caricaturer lui-même. Honnêtement, c'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup de réalisateurs. Ah hein, oui. mais c'est du Woody Allen. Oui, mais c'est pour ça que C'est pour t'aimes ça qu'on Woody l'aime. Allen C'est aussi, comme donc, Nolan, il fait voilà. le truc un peu high concept, voilà. C'est son style. Mais et notamment son dernier film à Dolan. Enfin bref, il sort bientôt en Belgique, donc on en parlera bientôt. Ouais, Mathias et Maxime. Mais la Momie, vraiment, je l'ai jamais revu. Hein. Je l'ai vu qu'une fois. Ça suffit. Et honnêtement, en fait, il y a une partie de moi qui a très envie de le revoir. Et une autre qui a envie de garder cette émotion et ce souvenir de la première fois intact, en fait, tu vois. Ouais. Je sais pas si t'as ça parfois avec des films où tu te dis j'ai très envie de le revoir, mais j'ai pas envie de gâcher ce que j'ai vécu, ce que ça m'a fait quand je l'ai vu. Ouais, Forrest Gump, c'est un film que j'ai pas vu 2 fois. Ah ouais, Formidable. Les Évadés, pas vu 2 fois. d'accord. Mais ça me suffit, tu vois. Je l'ai vu une fois, j'ai pris le truc dans la gueule et c'est Ouais. tout, quoi. J'ai pas besoin de le revoir. Ouais, ben Et je pense c'est qu'un un peu ça. un film comme The Irishman, je pense que ça pourrait rentrer là-dedans pour moi, tu vois. Ah ouais. Non pas parce qu'il dure 3h30, mais parce que c'est... Oui, un peu quand même. mais c'est parce que voilà, c'est tout à fait le genre de film un peu épique, qui raconte le truc où tu l'as vu une fois, t'es bon, t'as tout compris, quoi. T'as pas besoin de le revoir. Mais oui, du coup, à chaque fois, je me tâche, je me dis, allez, bon, je vais quand même le revoir. Et non, je le fais toujours pas. Alors que, honnêtement, je le mettrais même pas. Enfin, je pense, j'ai pas remis mon top de mes films préférés ever à jour depuis longtemps. A priori, j'ai envie de te dire qu'il serait pas dedans, mais enfin, pas dans le top 10 en tout cas. Mais voilà, c'est un film qui m'a quand même beaucoup marqué. Je ne m'y attendais sans doute pas à ce point-là. Parce qu'à nouveau, un peu comme je disais pour Drive, où c'est le moins Winning Refn des Winning Refn, ben, Mommy, d'une certaine façon, c'est un peu le moins Dolan des Dolan aussi. C'est le D'accord. film qui se détache le plus de sa filmographie, je trouve. Enfin, dans ceux qui se détachent le plus. Et j'ai adoré, tout simplement. C'est sorti la même année que... D'ailleurs, j'aurais pu le mettre que La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, qui était mon film préféré de cette année-là, que j'ai pas revu non plus, depuis sa sortie, j'avoue. Mais voilà, j'ai vraiment eu un drôle d'effet par Mommy, qui m'a vraiment énormément touché, qui a été boudé par beaucoup de monde, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, je trouve que c'est un film absolument superbe. J'ai un peu du mal à placer des mots dessus parce que d'un côté parce que ça fait longtemps que je l'ai vu et que je l'ai pas revu depuis, et d'un autre parce que vraiment j'ai été un peu bouleversé, un peu retourné par ce film. Voilà, je suppose que c'est la marque des grands films quand même. Oui, clairement. Surtout que si tu mets dans le top de la décennie alors que tu as vu qu'une seule fois, c'est quand même c'est que ça marque, quoi. Moi, c'est aussi un film que j'ai vu qu'une seule fois, figurez-vous, pour 2015. Et alors, tant que tu y es, je tiens à te dire qu'on a mis le même film. Ah, bah voilà. Eh oui, il fallait bien que ça arrive. Alors, attention, film de fanboy, hein, qu'on se dit tout de suite, parce que si tu demandes à tout le monde son film préféré pour 2015, ça va pas être celui-là. Hein. C'est film de cinéphile, film culturaux, bazar alors, bidule. C'est marrant parce que c'est quand même un truc relativement grand public. De tous les Oui, films mais... qu'on a mis là, alors, je pense que c'est le plus grand public. Je vais t'expliquer. Honnêtement. Donc, on a choisi Mad Max Fury Road, hein, qu'on le dise tout de suite. A raison. Alors, attention. C'est pour ça que j'ai pas pris Gravity. Je trouve que souvent, une erreur que font les critiques cinéma, attention, gros débat. C'est ce que tu vas dire. Oui, c'est de mettre en avant... les artifices parfois prennent beaucoup de place. C'est genre, oh, il a fait tout le film en plan séquence, ou ah, il a fait ceci, cela. Ah oui. Parfois, il faut pas oublier que le but d'un film, c'est de raconter une histoire, et que l'histoire est le plus important. Peu importe le format dans lequel tu le fais. Si tu fais un film à l'iPhone, et que ça t'a fait chialer parce que c'était tellement bien joué, tellement incroyable, et tellement bien raconté, bah, ça a tout à fait sa place.
Et parfois, c'est vrai qu'on est un peu du fanboy parce qu'on voit beaucoup de films et donc on voit beaucoup de films un peu plan-plan, chant contre chant, etc. Et donc quand t'entends, il y a un réalisateur qui nous sort un truc comme ça, boum, bombastique, j'ai envie de dire, à la Mad Max Fury Road, parce que c'est ça. Hein. Ouais. Le mec qui s'est dit, tu sais quoi, je fais un truc à l'ancienne dans le désert, des gens qui volent entre les voitures, enfin, c'est un concept. Et quand tu sais que tout ça est fait en vrai, en tant que cinéphile, en tant que amoureux de cinéma, tu ne peux pas t'empêcher d'enlever ça de ta conscience quand tu vois le film. Un peu comme Tom Cruise qui fait ses propres cascades. Tu te dis, c'est Tom Cruise qui fait ses cascades. Le spectateur lambda, il en a rien à foutre. C'est sûr. Nous, on le sait, donc on est intéressé par ça et c'est notre kiff et on geek à propos de ça. Mais il faut pas oublier qu'il y a l'aspect histoire qui est plus important. Mad Max, c'est la seule dans mon top où on peut le distinguer par ça, par ses artifices, parce que c'est incroyable de faire ce que George Miller a fait. Attends. Quoi ? Mad Max, ça raconte pas rien non plus. Oui, mais bon. C'est très simpliste. C'est des gens qui vont d'un point A à un point B et puis qui retournent du point B au point A. Voilà. Il se passe quand même des choses entre-temps. C'est aussi de dingue. Il se passe des choses entre-temps. Ouais, mais tu dis que les critiques ont tendance à beaucoup s'attarder sur le fait des artifices, etc. Oui, parfois. Non, mais t'as raison. T'as tout à fait raison. Ou l'histoire du film. C'est souvent le cas. Il faut savoir qu'il a eu du mal à faire ce film parce qu'il est sorti du cancer. C'est vrai. Attends, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est le film. C'est pas de savoir qu'est-ce qu'il a mangé des Chocopops. Parce que j'en ai pas. Mais pour Mad Max, donc sorti en 2015, ça faisait 1 an que j'étais à l'UCC, donc l'Union de la critique des cinémas, des critiques de cinéma, ici en Belgique, dans laquelle j'étais membre depuis 1 an à ce moment-là. Tout jeune membre, oui. Et pour le Grand Prix, donc déjà je m'étais battu pour qu'il fasse partie des 5 finalistes, parce que je trouvais ça quand même incroyable qu'il soit pas dedans. Il était dedans. Et alors je pense qu'au moment de la finale, donc on débat entre 5 films pour savoir qui va remporter le Grand Prix. Je pense qu'à mon avis qu'il a été éliminé le premier parce que les gens ne comprennent pas que le cinéma ça puisse être autre chose que juste une histoire. L'autre jour, c'est du grand spectacle. L'autre jour, j'ai parlé de ça à des amis. J'ai dit, tiens, j'ai dû faire mon top 10 récemment de la décennie. Vas-y, balance-le. Et donc, j'ai commencé à parler du top. Social Network, ils ont dit, quoi ? T'as pas Inception ? Intouchable. What ? Donc, du coup, je suis descendu. J'ai dit, oui, Mad Max Fury Road. C'est lui qui a eu la pire réaction. Donc, même Intouchable, il comprenait plus, quoi, tu vois. C'est, mais non, mais c'est quoi ce film de merde ? Ils sont avec des masques et ils sautent de bagnole en bagnole. C'est débile. C'est nul. Et toi, t'es là. Oh là là. T'essaies de te battre par ça, c'est difficile. Mais je peux comprendre leur avis. Honnêtement, si tu ne connais pas le cinéma au point de connaître à quel point c'est difficile de faire un film, et à quel point c'est difficile de faire des trucs pareils, et de raconter en même temps une histoire qui se tient, enfin, c'est tout un ensemble en fait. Il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a pas que les artifices autour du film, il n'y a pas que son histoire qui est une grosse partie quand même. Parfois un peu simpliste, mais je trouve que c'est quand même assez profond sur pas mal de choses. Le rôle des femmes aussi dans le film qui est évidemment. Oui. Et puis même sur la société actuelle, la société de consommation, etc. Oui. Mais consommer de l'essence. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout le côté un peu nostalgique aussi. Et c'est aussi pour ça que je pense que le film a fait forte impression, notamment sur la critique cinéma mondiale. Mais il y a ce côté, c'est Mad Max, c'est George Miller, c'est Mel Gibson. Il n'y a pas Mel Gibson dans ce film-ci, mais les gens ont ça en tête aussi quand ils vont voir Fury Road. De Beaver, c'est-à-dire non, Beaver, c'était 4 ans, c'était en 2011, je pense. Excellent film d'ailleurs. Oui. Mais voilà, les gens ont ça en tête aussi. C'est Mad Max. On parle d'une saga, d'une franchise qui a marqué l'histoire du cinéma. Qui représente quelque chose dans l'histoire du cinéma. Déjà, le premier, je pense les gens aiment beaucoup le premier film. Moi, je pense que de la trilogie originelle, c'est le deuxième le meilleur. Celui duquel Mad Max Fury Road se rapproche le plus au final. Ouais. Même si aussi un peu, tu peux aussi le rapprocher un petit peu du troisième épisode. Mais non, clairement, c'est le 2 que ça évoque le plus. Et donc, il y a tout ce côté aussi histoire du cinéma, ce côté nostalgie qui joue quand on parle de Fury Road. Bien sûr. Enfin, moi, j'adore ce film. Je pourrais le revoir tous les mois ou tous les 2 mois. Ça me va, quoi. No problem. Absolument aucun. Par contre, je l'ai jamais vu dans sa version Black and Chrome. J'aimerais beaucoup le voir une fois dans cette version-là, quand même. Mais donc, c'est un film purement de cinéphile. Et honnêtement, si vous êtes un peu curieux du cinéma, mais peut-être pas, vous ne considérez pas comme cinéphile, allez ne fût-ce que voir sur YouTube le making-of de Mad Max Fury Road. C'est incroyable. Et vous allez comprendre à quel point ils se sont cassés la tête pour faire ce film. Et même des plans que vous allez dire, ouais, c'est pas ordinateur, ça. Non. Allez voir le making-of, c'est très intéressant. Donc 2016, moi j'ai pris Premier Contact, Arrival de Denis Villeneuve.
Parce qu'il fallait mettre 2009. Oui, bon, on peut dire ça pour tous les réalisateurs du top. Hein. Parce que je pense que c'est un de ses films les plus aboutis. J'ai beaucoup aimé Blade Runner, mais je pense que Premier Contact avait ce côté peut-être un peu plus... comment on appelle ça encore un low concept science fiction movie en anglais. Donc c'est un film de science-fiction, mais qui est basé non pas sur du bombastique, mais au contraire sur une histoire très familiale, dramatique. Alors je sais pas si tu l'as lu, mais j'ai lu la nouvelle de laquelle est adapté Premier Contact. C'est très... c'est quand même très cérébral, c'est très complexe. Attention. Il y a tout ce truc du langage avec les extraterrestres, traduction, etc. Traduction, mais oui. Tout à fait. Et c'est incroyable qu'il ait pu faire un film aussi beau par rapport à ça. Et de nouveau, c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est parce que je pense que tu mets le même matos, le même script avec un autre réalisateur, t'as pas le même film du tout. Ah non, ça c'est certain. C'est tellement spécifique, ambigu et conceptuel que... peu importe le réalisateur, c'est ça qui va être le plus important. C'est qu'est-ce qu'il va faire avec ce film, qu'est-ce qu'il va faire avec ce matos. Et je pense qu'avec Premier Contact, on a quelque chose qui est tout à fait la patte de Denis Villeneuve quand on connaît ses autres films, hein, de la décennie notamment, Prisoners, etc. Là, on a quelque chose qui est un mélange émotionnel avec Emilia Adams qui porte le film aussi. Et personnellement, c'est un film qui m'a fort marqué et que je pensais pas mettre dans mon top au moment où il est sorti. Mais maintenant, en y repensant, en regardant les films qui étaient sortis en 2016, je me suis dit en fait c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Alors moi pour 2016, j'ai choisi The Revenant. Alors au début je voulais mettre Premier Contact comme toi. Mais tu t'es dit c'est déjà pris. Oui, parce que c'est vrai que tu m'avais envoyé ton... Oui, moi je ne connais pas tes films. Oui, hein, c'est ça. Tu répètes. Oui, c'est vrai, tu connais pas mes choix, moi je connais les tiens. Et oui, je voulais mettre ça. Et puis, alors j'ai décidé de finalement choisir The Revenant, un film que j'adore, je l'assume entièrement. Et qui, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a Iñárritu, parce que DiCaprio, il faut quand même bien qu'on parle un peu de DiCaprio quand même. On en parlera peut-être un peu plus tard. Non, ouais. Et puis Emmanuel Lubezki, le chef-op d'Iñárritu. La Dream Team, quand même, on peut le dire. Hein. Ah ouais, mais... Et Tom Hardy, qui est là aussi. Et Tom Hardy. Décidément. Et Will Poulter, qui a tendance à m'énerver parfois, mais qui est très bien dans le film. As-tu vu d'ailleurs qu'il a été... Oui, éjecté écarté de Lord of the la Rings. série oui. d'Amazon. Ça fait mal, ça, pour son CV. Oui, enfin, écarté. Je non, sais mais pas s'il est il a écarté trop ou de s'il est travail. parti, mais soit. Dit, oui. Il y a la musique aussi de Ryuichi Sakamoto, si parfait, je dis pas de conneries. De Bryce Dessner aussi, qui est le guitariste du groupe The National. Bref. Ah, groupe que tu adores. Ben oui, c'est pour ça que je le mentionne. Ça aussi. joue. Il y a quand même beaucoup d'éléments dans le film qui font que je ne pouvais qu'aimer, ou presque. Et il y a tellement de scènes que je trouve absolument dingues, d'effets dans la mise en scène qui sont incroyables, notamment dans l'attaque des Indiens. T'as DiCaprio qui saute sur un cheval, la caméra suit le cheval, et puis bref, il y a plein de choses comme ça dans la mise en scène que je trouve incroyables. Et si je mets The Revenant ici dans ce top de la décennie, c'est aussi et surtout pour remettre en avant le cinéma mexicain qui... Tu l'as déjà fait une fois. Oui, j'ai mis Cuarón, mais... et je risque de remettre encore ce cinéma mexicain en avant. Mais vraiment, Iñárritu, plus encore que les deux autres, a marqué vraiment Hollywood pendant 2-3 ans de suite, avec des films très forts. Et ça marque une certaine... alors j'exagère un petit peu dans les mots que je vais utiliser, mais ça marque une certaine suprématie des réalisateurs mexicains sur le cinéma hollywoodien, alors qu'ils font pas des films hollywoodiens du tout. Gravity, ça peut se rapprocher quand même d'une production américaine avec de gros moyens, mais les autres films, pas forcément. Et voilà, je pense que on peut dire merci à ces trois réalisateurs mexicains que sont Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro, d'avoir marqué quand même de leur empreinte ces années 2010. C'est clair que en termes de nationalité cinéma, on peut clairement mettre le Mexique dans le top des nationalités de cette décennie. 2017. On a encore un ex-aequo, allez. La La Land de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone, forcément. Alors. De nouveau, c'est un film quand j'ai dressé mon top 10 de la décennie
Beaucoup de gens m'ont critiqué parce que j'ai mis La La Land, en tout cas dans mes amis. Parce que Change d'amis. presque. Non, c'est un film assez facile. On dit, bah, La La Land, forcément, on s'est bassiné avec ça. Ce n'est qu'un autant porte le vent. Non, pardon, rien à voir. Chantons sous la pluie, version 2017. Je pense que si vous dites cette phrase-là, vous n'y connaissez pas grand-chose au cinéma. Ouh, ça balance. Ça y est. Autant le dire tout de suite. Ça tire à balles réelles ici. Mais non, mais c'est vrai, parce que c'est tellement facile de dire, bon, ce n'est qu'un film de musique, comédie romantique, pardon, musical, calqué sur l'univers américain, Hollywood, dans les années glorieuses et tout. Je pense que c'est tellement facile de critiquer un film comme ça. J'ai fait le parallèle sur Joker, le fait qu'il y avait des inspirations un peu trop prononcées. Oui, clairement, mais qui étaient assumées 100% par le réalisateur ici. Et ici, il y a un mélange de tout, et je pense qu'il y a certaines notes fantaisistes. Je veux dire, la scène de l'observatoire, l'épilogue qui est juste incroyable. On a l'impression d'être devant un film en un coup de Jeunet. Non, pas de Jeunet. Comment il s'appelle encore ce réalisateur? Allez, s'il te plaît. Jacques Demy. Oui, aussi. Mais même pas ça. Je pense à L'écume des jours, celui qui a fait L'écume des jours, notamment. Oui, Michel Gondry. Michel Gondry. Un peu de ça. Cette fantaisie pratique. Et puis des scènes beaucoup plus poignantes. Je pense à la scène du repas où il cuit la dinde. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr. Incroyable. Oui, évidemment. Avec cette espèce d'alarme qui sonne parce que la dinde est en train de fumer dans le four. Enfin, tout est tellement bien foutu. Et je pense que Damien Chazelle, qui est un réalisateur jeune, qui a fait Whiplash et qui après sort La La Land, et puis après qui a fait First Man, en 3 films, il a quand même réussi à s'imposer très rapidement. Et La La Land, pour moi, est un film qui marque la naissance d'un nouveau Hollywood, parce qu'il incarne ça aussi, Damien Chazelle, mais marque aussi la fin d'un Hollywood. Donc cette espèce de passage de flambeau symbolique qui, pour moi, en tant qu'amateur de cinéma et cinéphile et qui aime le cinéma bien montré, bien raconté, tu peux pas passer à côté de La La Land. Impossible. Écoute, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Que tu veux-tu viens dire de plus? Mais oui, qu'on arrête ce débat de dire ça ressemble trop à une comédie musicale. Enfin, tu veux dire, alors c'est 117, ça ressemble trop à James Bond. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, tu peux pas comparer. Non, mais forcément, bien sûr. Il y a le côté Roger Moore un peu lol, mais c'est pas pour ça que c'est la même chose, quoi. Ouais. 2018. J'entends le mien. Alors, ou bien tu commences. Mon film préféré cette année-là, c'était Ready Player One. De loin. Forcément. Mais honnêtement, je peux pas mettre ce film comme le film de 2018. Ouais. C'est ton film de 2018 en tout cas. Ouais. Et du coup, je mets un autre film qui était dans mon top 3, si je dis pas de conneries. Roma. Deuxième d'Alfonso Cuarón. Et oui, il y a 2 fois Alfonso Cuarón dans mon top. Il est chaud là. Mais je l'ai choisi pour 2 raisons. Déjà, à nouveau, pour illustrer l'avènement des réalisateurs mexicains sur le cinéma mondial. Sans blague. Mais aussi et surtout parce que il faut rappeler que ce film a remporté le Lion d'Or à Venise, comme Joker cette année, mais que c'est un film Netflix. Et en choisissant Roma, je voulais aussi illustrer pas honorer Netflix, mais en tout cas illustrer ce changement dans le paysage audiovisuel mondial que sont les plateformes de streaming. Netflix est évidemment l'acteur majeur dans ces changements. Et même si Netflix est arrivé plus tard sur le projet, ils ne sont pas là depuis les débuts. Ils l'ont acheté quand il était déjà quasiment terminé. Mais voilà, c'est un changement qu'on ne peut pas éluder. On ne peut pas faire comme si ça n'arrivait pas. Voilà, les plateformes de SVOD sont là, elles sont présentes. Je pense que c'est elles financent le cinéma. C'est ce qui va marquer le plus la prochaine décennie, je pense. Bah bien sûr, bien sûr. Concurrence, et c'était parce que qu'on se le dise, déjà cette année dans le top 10 de l'année 2019, Netflix est présent et il est presque omniprésent parce que on pense aux Deux Papes, on pense à forcément Marriage Story, on pense à il y a tellement de films qu'ils ont pu faire, Irishman, on a mis 3 de leurs films dans nos tops. Je pense honnêtement que Netflix, on peut le critiquer autant qu'on veut, ils mettent beaucoup d'argent, et ils perdent beaucoup d'argent d'ailleurs, en créant du contenu, mais c'est aujourd'hui la source numéro 1 de financement dans le cinéma mondial, et dans les séries aussi. Et il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas ne pas le mentionner, ça c'est sûr. Donc du coup, tu as mis un film Netflix, Roma,
pour 2018. Moi, j'ai mis Three Billboards, les 3 panneaux de la vengeance de Martin McDonagh. Alors là aussi, c'est un réalisateur, si vous m'aviez dit au début de la décennie qu'il allait faire un film comme ça, j'aurais dit ok, bah, Seven Psychopath, c'est sympathique. In Bruges, oui, c'est sympathique aussi parce que j'aime bien Bruges. Mais voilà, de là à sortir Three Billboards, qui est un film sur la révolte d'une femme dans un village américain, qui contre la police, contre un système en place, contre des préjugés, des images reçues sur les femmes aussi. Tout ça dans un film dramatique de petite envergure. Quand tu regardes le film, tu as l'impression que c'est l'histoire du village. Quand tu te dis c'est l'histoire d'un petit village où ça s'engueule, il y a le flic, etc. Et au fur et à mesure du film, ça prend une proportion. Tu te dis en fait, wow, c'est tellement puissant, ça t'impacte 100%. Et puis il y a Frances McDormand qui est juste incroyable dans ce film-là, et qui incarne cette femme badass, mais sans être la femme badass cliché du cinéma actuel, tu sais, où on va te mettre une femme féministe badass parce qu'il faut. Vraiment un film incroyable. Je sais pas quoi dire de plus sur Three Billboards, à part que c'est pour moi une espèce d'histoire de casting très bien mélangée. Tu dois pas me convaincre, moi j'ai adoré ce film. Il était dans mon top 3 de l'an dernier, je pense en fait. C'était ça, Ready Player One, Three Billboards et Roma, si je dis pas de conneries. Non. Magnifique. Magnifique. On passe à 2019. 2019. C'est facile. Hein. On en a parlé dans le podcast précédent, mais on va redire les titres quand même rapidement. Tu as choisi Parasite de Bong Joon-ho, qui est notre réalisateur de l'année. J'ai choisi Joker de Todd Phillips. Pour terminer l'année avec une note même positive. Si dans le podcast précédent, j'avais tendance à vouloir inverser à nouveau les places de Parasite et Joker et de mettre Joker en numéro 2 et Parasite en numéro 1, je vais garder Joker en film de l'année. Parce que c'est le premier, j'ai l'impression, film de super-héros. Alors je dis ça alors que j'ai martelé pendant toute l'année que Joker n'était pas un film de super-héros. Ce qui est vrai, c'est un drame. Personnage d'une BD, enfin d'une comics. Mais voilà, on est quand même dans le comic book movie, d'une certaine façon. Oui. Et j'ai l'impression que c'est celui qui fait le plus l'unanimité, qui a le plus marqué. Alors, marqué, attention, parce qu'évidemment, Marvel a, je pense, plus marqué avec tout le MCU, etc. Pas que financièrement, mais voilà, l'impact culturel de Marvel, je pense, est plus important que l'impact qu'a et qu'aura, à mon avis, Joker. Mais c'est la première fois. Oui, non. Ok. Je pense que je m'avance pas trop quand même en disant ça. D'accord. Mais je pense que Joker a quand même marqué les esprits parce que pour peut-être la première fois, on a vraiment eu un film basé sur un personnage de comic books qui est très adulte, qui est très noir, qui est très mature. En tout cas, plus que ce que Marvel nous a proposé depuis 10 ans ou 15 ans. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Joker est un film qui va marquer. Et j'espère que c'est une bonne chose parce que voilà, on a bien aimé Joker, c'est bien. Bien sûr, et à côté de ça, je vais même surenchérir. Par rapport au contexte de la décennie et à l'époque dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas ? Je pense que Joker est un film qui est brillant dans le sens où il aborde un sujet, l'empathie, l'aide vis-à-vis des gens qui en ont besoin, les gens qui sont oubliés de la société, les gens qui vivent un peu dans leur propre bulle parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce que tout simplement ils ne peuvent pas faire autrement. C'est très important de parler de ce genre de sujet-là et on nous en parle souvent, hein, c'est pas le premier film qui le fait, mais utiliser un personnage comme le Joker qui est aimé par plein de gens, qui est accessible à tous et à toutes, et en faire un film porte-étendard de dire écoutez, c'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos rues, on ne regarde pas les gens qui ont des problèmes, on ne finance plus les services publics, les services de santé aussi, et donc on va avoir des gens comme ça qui sont complètement en marge de la société et qui pourraient un jour devenir des méchants parce qu'on ne les a pas aidés et que c'est notre faute. Faut le faire, quoi. Et ça, je pense que c'est un message qui est super important aujourd'hui, et pour ça Joker mérite peut-être cette place dans un film de la décennie, entre autres. C'est joliment dit. On termine sur nos petits top actrices, acteurs, etc. Ouais, alors on a juste mis acteur, actrice et réalisateur de la décennie. Oui, parce qu'animation, c'est compliqué. Ouais, faut... Toy Story 3, allez, boum. Peut-être. Bah, peut-être, mais c'est pas mal. Mais voilà, il faut se poser la question. Actrice de la décennie, on a mis Marion Cotillard. Oui.
Pas pour Dark Knight Rises, qu'on le dise Non. tout de suite, mais Doru et Dos, on en parlait. Et pour tous ces films, Il a fait 19 films. on a revu sa filmographie là, avant de lancer l'émission. Oui. C'est impressionnant. Hein. Il y a vraiment eu beaucoup de très très bonnes choses, que des grands réalisateurs, vraiment. Mhm. C'est assez impressionnant. Donc pour moi, elle s'impose. On a quand même dû réfléchir un petit peu pour savoir Oui, qui oui. on allait prendre comme actrice de la décennie. C'est quand même pas un choix qui se fait à la légère. Mais je pense qu'elle s'impose assez facilement au final comme actrice de la décennie. Vraiment, elle a fait de très très beaux films, très bons choix. Donc il y a eu des moins bons aussi. Mais voilà, variés, que ce soit en Europe ou à Hollywood, Et puis parce qu'il y a Cocorico. eu les deux. Hein, et voilà. Rien Ah à oui. faire. Oui, quand même. À force de parler de films américains ici. Ouais. L'acteur de l'année. Décennie. De la décennie, pardon. Oui, ça y est. Vas-y, tu as la liste. Je sais plus ce qu'on a mis. On a dit Leonardo DiCaprio. Ah bah oui, forcément. Bah oui. Pourquoi Léo C'est une bonne question. Parce qu'il a fait que des bons films. On pense à Shutter Island, on pense forcément à Wolf of Wall Street, on pense à The Revenant, j'en oublie, Once Upon a Time in Hollywood, Django Unchained. Enfin, il a fait que des bons films et très certainement il a osé jouer des seconds rôles. Je pense à Django Unchained où il joue pas le rôle principal. Pour Leonardo DiCaprio de dire je joue pas le rôle principal et se mettre au deuxième rang, il faut déjà le faire. Et pour jouer un type comme ça aussi. C'était quand même la seule fois. Hein. Mais oui, mais il l'a fait. Et il a fait Inception aussi en 2010. Donc Oui, mais il a le rôle principal. Oui, mais il a commencé la décennie en disant je vais faire un risque avec Nolan. Enfin, c'est Avec pour Marion lui, Cotillard. et Marion Cotillard. Donc la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Et il a enfin eu son Oscar mérité. Donc pour moi, c'est clairement un acteur qui a marqué la décennie, alors que c'est peut-être pas la star montante de la décennie. On parlait d'Adam Driver un peu plus tôt dans l'épisode précédent. Ouais. Clairement, on pourrait le mettre dans les stars montantes. Mais on en parlera beaucoup, à mon avis, d'Adam Driver dans la prochaine décennie. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé tout de suite. Oui. Et réalisateur Et si Marion Cotillard et Leonardo DiCaprio sont nos actrices et acteurs préférés, enfin, de la décennie en tout cas, on n'a pas pris Nolan. Non. Mais on a pris Denis Villeneuve. Tout à fait. Choix pour... Mais il y a certaines raisons qui sont similaires. On aurait pu prendre Nolan, pardon. Mais déjà, attends. Pour certaines des raisons qu'on a pris Villeneuve. Parce mais... qu'il a bossé le Voilà. coco. Donc, Incendie, Prisonnier, Ennemi. Incendie, attends. Oscar du meilleur film en langue étrangère. Oui. Donc, Quand même. Prisonnier, Incendie, Ennemi. Oui. Encore un, non Avec Jake Bah, Prisoner, c'est Ennemi. Ennemi, oui. Blade Runner, forcément. Arrival, on en parlait. Sicario. Sicario, ça fait déjà plus de 5 en 10 ans. Et il nous fait Dune maintenant qui va sortir en 2020. Donc autant vous le dire tout de suite, il a beaucoup bossé et à chaque fois il a montré à quel point sa vision et sa réalisation étaient au cordeau et qu'il avait vraiment des choses à nous raconter aussi. Donc un réalisateur qui est né en 2000, dans cette décennie-ci avec Incendie, même s'il a fait le film avant, mais c'est vraiment le film qui l'a propulsé et qui n'a cessé de grandir tout au long de la décennie pour devenir aujourd'hui une figure incontournable du cinéma américain et étranger parce qu'il n'est pas américain. Aussi cinéma mondial, même si mondial. c'est vrai que depuis Prisoners, il fait plus de films au Canada. Il est là où l'argent est, j'ai envie de dire. Donc, non pas pour son pognon à Oui, lui, mais pour c'est ses ça, films. pour faire Voilà, ses c'est ça, projets, bien sûr, oui. bien sûr. Donc, très clairement, Denis Villeneuve est notre star montante de la décennie. Oui, bah moi Réalisateur. c'est une évidence pour moi. À noter que après le passage après Incendie, il a plus écrit les films qu'il a réalisés. Alors que jusque-là, il écrivait ses scénarios. Donc Mais depuis l'Oscar, il a plus fait que réaliser. Mais tu sais, adapter un scénario que tu n'as pas écrit, c'est un challenge qui est bien très sûr. très difficile. Non, mais je dis pas que Parce que c'est quand c'est t'écris- plus simple ou plus compliqué. Hein. Quand tu écris, donc du moment où tu poses ton bic sur la feuille et au moment où tu réalises, t'as tout est sous ton contrôle, tout. Mais quand tu dois adapter quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit, tu dois vraiment te l'approprier. Enfin, c'est tout un boulot qui est très difficile. Et donc pour moi, j'ai autant de respect pour ceux qui n'ont pas écrit le scénario parce que je sais qu'aujourd'hui, Bien sûr. il y a beaucoup de, c'est un peu la mode, acteur, scénariste, j'ai tout fait quoi. J'ai fait même les lampes, voilà. La prise de son. Et donc du coup, je pense que avoir des gars qui savent bien adapter un scénario, C'est très compliqué. tout aussi valorisant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de voir ce que Denis Villeneuve va nous réserver pour l'avenir. Et on en parlera très prochainement. Il y aura Dune évidemment, Dune 2 a priori, hein, c'est déjà dans les cartons si j'ai bien compris. Investissement. Mais j'aimerais peut-être bien le revoir quand même à un cinéma plus, alors je vais pas dire européen parce qu'il est canadien, mais à quelque chose d'auteur, de on va plus, dire, ouais,
plus d'auteur, plus proche de ce qu'il faisait avec Incendie et avec Polytechnique. Qui sait, il va Et peut-être un faire 32 petit- sur Terre, pardon. J'ai pas vu Maelstrom, mais j'ai vu les autres, là, un 32 sur Terre et Polytechnique. Qui sait, il va nous faire un petit Netflix. Hein. J'aimerais bien le voir revenir à quelque chose comme ça, en tout cas. Et Bah voilà. l'avenir nous dira ce qu'il en est. C'était les 10 films de la décennie pour Thibaut et pour moi. Merci à tous d'avoir écouté Cinécast en 2019. On se dit à l'année prochaine. Vous étiez très nombreux en 2019. Très nombreux. Hein, quand même. Très content, merci Ah beaucoup. oui, depuis Venise, ça monte. Hein. Ça monte, merci beaucoup. Allez, À l'année prochaine, des des bisous. bisous. Ciao, ciao.